Bonjour à tous. 3 ans après la condamnation des dirigeants d'Elf Aquitaine en premier instant, l'épilogue d'un des plus grands scandales politico-financiers de la Ve République, plusieurs centaines de millions d'euros détournés. La France est-elle moins corrompue, plus transparente? Nous avons voulu nous poser la question aujourd'hui à l'occasion de la sortie du film de Claude Chabrol, L'ivresse du pouvoir, et puis aussi à l'occasion effectivement d'une pièce qui marche très très bien par le bouche à oreille, qui s'appelle Elf, la pompe Afrique. Pour en parler avec nous, Séverine Tessier, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Anticor, une association anticorruption qui regroupe une cinquantaine d'élus, de gauche comme de droite. Vous êtes vous-même élu de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Également à nos côtés, Éric Routhier, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef au Nouvel Obs et vous avez sorti en 98 un livre intitulé Forage en eau profonde, les secrets de l'affaire Elf, publié chez Grasset. Donc vous êtes un fin connaisseur du dossier. Et puis à nos côtés, Jean-Jérôme en parlait, Nicolas Lambert, vous êtes comédien, vous jouez dans cette pièce Elf, la pompe Afrique, en 2 mots, on le voit à l'écran. C'est au Théâtre de la Fenêtre à Paris jusqu'à la fin de la semaine, puis après vous partirez en tournée. Et puis le texte sort chez Tribord, un éditeur belge. Séverine Tessier, la France est-elle un pays corrompu? Je me base, pour le savoir, mais vous allez peut-être nous répondre également là-dessus, sur le classement de Transparency, qui est une ONG qui lutte contre la corruption et qui classe la France en 21e position. Le Danemark est le premier pays, le moins corrompu. La France est juste derrière le Chili. C'est étonnant ou c'est une vérité? Comme quoi on est déjà mal placé pour donner des leçons à d'autres pays moins développés. En réalité, d'après les témoignages d'élus, même de chefs d'entreprise, la décentralisation a eu un effet très, très effrayant, puisque en fait on a multiplié les possibilités d'avoir les commandes publiques, de détourner de l'argent public, et la libéralisation des marchés publics tout dernièrement a d'une certaine manière légalisé la corruption en faisant relever les seuils qui permettent les arrangements en fait. Donc pour vous, la France est un pays corrompu? Moi je voudrais parler de cette transparency. Je considère que c'est un exemple absolu de désinformation. C'est-à-dire qu'on vous Le dit... rapport de Transparency. Oui, vous venez de dire la France est classée en 31e position. 21e position. 21e position. Perçu comme un pays corrompu. Oui, c'est perçu comme. Voilà. Or, c'est perçu par les anglo-saxons, il faut le savoir. Et c'est une organisation anglo-saxonne. Présidée par quelqu'un de respectable. Daniel Lebègue, c'est quelqu'un de bien connu. D'accord, mais je veux dire que c'est un classement qui est très très malléable. Or, il y a des pays où, par exemple, je prends un pays comme l'Allemagne, perçu comme parfaitement non corrompu. Il est tout aussi corrompu que la France, l'Italie ou l'Angleterre. Curieusement, ce sont les pays latins, c'est-à-dire France, Italie, qui ont le plus lutté, qui ont fait manipuler et tout ça. Et donc, qui sont perçus comme plus corrompus parce qu'ils ont lutté contre la corruption. Donc vous, à contrario, vous pensez que la France, elle travaille là-dessus et qu'elle a assaini sa situation au niveau de ses élus et de ses Elle en a affaires? parlé. Je ne dis pas qu'elle l'a assaini parce que je pense que ça ne change rien sur le fond. Mais l'affaire Elf Aquitaine, ça a été une affaire exemplaire ou pas? Et est-ce qu'elle a eu des suites dans notre vie politique et dans la vie des affaires? Non, mais l'affaire Elf a été une affaire emblématique, mais qui, si on voit le bilan exact, s'est traduit par la disparition d'Elf. Donc il y a eu, dans le livre la disparition d'Elf, précisée, parce qu'aujourd'hui, Elf, c'est le 5e pétrolier au monde. Non, ça a été racheté par Total, les actions ont disparu. Et il faut quand même savoir que le chevalier blanc d'Elf, Jaffré, qui a porté plainte contre son prédécesseur, ce qui ne se faisait pas dans ce monde-là, a été viré et a pris en stock option la moitié du total de la corruption de l'affaire Elf. Donc le bien a pris pour lui, en toute égalité, la moitié de ce qu'ont fait 10 personnes accusées de malversation à juste titre. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué. Et moi, dans le livre que j'avais écrit en 98, j'avais écrit que ce n'était pas le bien contre le mal, comme on le dit, que le juge, la sainte juge contre les vilains, que c'était une bande de 3 personnes, Eva Joly, Loïc Le Floch, Philippe Jaffré, qui se battaient à coups d'ego et de relations personnelles. Donc c'est en rien emblématique pour vous? Si, c'est emblématique d'une période de la France. C'est emblématique d'une période de la France qui en a eu marre du secret, qui a joué la transparence. Bon, mais après, il faut faire le bilan. Nicolas Lambert. Oui, transparence, ça me paraît un petit peu rapide. Le procès était transparent. Hein. Mais, effectivement, alors, vous étiez au procès. Ce qui est intéressant, effectivement, à travers votre pièce,
c'est que vous avez participé, enfin vous avez été témoin pendant 4 mois au procès, vous avez tout noté, et votre pièce, ça n'est effectivement que des phrases qui ont été prononcées au procès. C'est les propos des prévenus, effectivement. C'est une pièce qui est bâtie et montée à partir uniquement des propos des prévenus. Sur cette notion de est-ce que la France est un pays corrompu, là en l'occurrence non seulement ça apparaissait comme corrompu, mais aussi comme un corrupteur formidable. Tous les pays sont corrompus. Tous les pays. Oui, mais surtout un pays corrupteur. Là, on est quand même face à une affaire qui met en scène la France face à l'Afrique, ce qui me semblait assez intéressant et emblématique, et ce qui est ressorti beaucoup pour moi, c'est cet aspect-là. On a des pays qui produisent du pétrole, qui sont extrêmement pauvres, je suis d'accord. ou plus exactement dont les populations sont extrêmement pauvres, avec des gens à leur tête qui sont extrêmement riches, qui sont d'ailleurs assez curieusement souvent des anciens proches de la France, voire des proches des services secrets, voire ou simplement des employés, soit d'Elf, soit de Oui, mais il n'empêche que les mêmes, dans les pays anglo-saxons, parce que les Anglais ont aussi comme ça, les Anglais disent c'est merveilleux, on a des pays qui sont à nos bottes. On a en France une espèce de messianisme excusez-moi, mais chez nous, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. On l'a mis au burin sur tous les murs. C'est aussi pour qu'on s'en souvienne. On va voir un petit extrait, Nicolas Lambert, effectivement, de votre pièce. C'est Alfred Sirven qui s'explique sur le financement des partis politiques. Et cette fois, c'est en France. Monsieur Sirven, est-ce que ces fonds servaient à l'alimentation de partis politiques ? Le tribunal ne demande pas de nom. Ça, il est certain qu'une partie de cet argent est allée dans cette direction. Je l'ai déjà dit, j'ai financé tous les partis. Je dis bien tous les partis politiques. Enfin, tous les partis démocratiques, à l'exception du Front National. Mais vous savez, dans les partis, ça ne se passe pas comme ça, juste avec le trésorier. Il y a des clans. Mais nous n'avons donné de l'argent qu'aux gens qui nous le demandaient. Ou qui nous le faisaient savoir avec beaucoup, beaucoup d'insistance. Mais je rejette le mot de corrupteur. J'ai passé des années et des années à aider des gens qui disaient en avoir besoin. Et Routier, quand même. Bon samaritain, oui, au-delà de l'humour, et encore une fois... Il avait des billets plein son coffre, il se baladait dans Paris. Nicolas Lambert, tous ces propos, c'est les propos exacts d'Alfred Sirven au procès. Les minutes du procès. Au-delà de l'humour, effectivement, c'est quand même un peu terrifiant, non ? Non, ce qui est vrai, c'est qu'avec Sirven, on rentre dans Pagnol, quoi. Je veux dire, c'est d'habitude la corruption, elle est plus discrète, plus c'est des virements. Là, Sirven, ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa vulgarité, c'est-à-dire qu'il met les mains dans la confiture, il sort les billets. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Mais non, c'est pas tout, je plaisante, j'exagère, c'est pas tout. Mais il dit, au contraire, ce qu'on peut mettre à son crédit, c'est qu'il dit tout cru ce que les gens faisaient en douce. Mais ça a continué dans le pétrole, dans l'armement, ça etc. continue partout, tout le temps, en ce qui concerne la corruption des autres pour avoir des marchés, pour avoir des choses comme ça. Les rétrocommissions, c'est-à-dire l'argent, on verse 1000 à un roi africain et qui vous en rend 50 pour vous, c'est beaucoup plus contrôlé. Et d'ailleurs, le financement des partis politiques en France fait que les partis en ont moins besoin. C'est beaucoup plus discret. À l'époque, il n'y avait pas de financement, donc il fallait bien... Rappelons, on va rappeler, Séverine Tessier, vous allez peut-être nous en parler, que depuis 89, il y a des règles appliquées par le GAFI, le groupe Action Financière, groupe créé par 31 pays pour lutter contre la corruption. Ces règles sont entrées en vigueur, elles ont même été durcies après les attentats du 11 septembre. Est-ce que ça marche ? Est-ce que la corruption a reculé grâce à ces règles ou non ? D'abord, je voudrais citer les chiffres qui sont donnés par la Banque mondiale aujourd'hui, qui évaluent à $1 trillion le coût de la corruption, des détournements sur des projets, notamment d'aide au développement. Donc on abrite derrière des causes de solidarité ou humanitaires, en réalité, l'argent de la corruption. Et, en France, un trillion, à la limite, c'est atroce, mais ça ne dit rien à personne. Sur certains pays, ça veut dire que d'abord, pour situer un peu le contexte, sur certains pays, ça veut dire que c'est parfois jusqu'à 1 point de croissance que coûte la corruption. Et sur la France, il n'y a pas de
raison qu'on échappe à cette règle, effectivement. Après, on peut apprécier l'évaluation par rapport aux autres pays, sauf que si on en juge à la fois les témoignages, les procès, je parlerai ici simplement du procès des marchés truqués d'Île-de-France, sur la période 95-97, donc après les lois sur le financement des partis politiques, ça a continué, ou d'autres. D'accord, en fait, cette loi dont vous parlez, qui a permis la transparence dans le financement des partis politiques, elle n'a pas permis d'assainir la situation. Mais en réalité, elle est contournée. Alors, de là à évaluer aujourd'hui d'éventuels financements occultes des partis politiques, c'est très difficile, encore une fois, puisque la République est illisible. Elle est illisible parce que la décentralisation et parce qu'aujourd'hui, les règles sont tellement denses qu'elles sont d'autant plus facilement contournables, en fait. Alors, le contrôle est très difficile, mais est-ce que finalement, il ne faut pas un petit peu de corruption? Est-ce que, notamment, dans les affaires, il ne faut pas un peu de corruption? C'est l'huile dans les rouages, comme on dit. On a vu, par exemple, le groupe Thales, corruption. le groupe Thales bien connu, l'un de ses cadres, alors évidemment, tout ça reste à prouver, hein, bien sûr, il y a une enquête du parquet qui a été ouverte, qui dit que 1% du chiffre d'affaires de Thales sert effectivement à avoir des contrats. Oui. Il y a des procédures internes dans les grands groupes, notamment d'armement ou de pétrole, qui essayent de faire en sorte de séparer les commissions des rétrocommissions et de centraliser les commissions pour pas que les gens fassent chacun leur petit business dans leur coin et mettent de l'argent dans leur poche. Donc ça veut bien dire que la corruption est institutionnalisée puisqu'elle est centralisée avec des procédures de contrôle entre 5 ou 6 dirigeants contrôlés par le patron. Alors, allez plus loin, juste. Est-ce qu'on peut avoir des marchés? Est-ce que la France, Thales, il y a certains peut avoir des marchés sans verser des pots de vin? Le marché, par exemple, en Arabie Saoudite, sur le pétrole ou sur l'armement, c'est 30%. Mais cela dit, en Arabie Saoudite, l'argent public et l'argent du roi, c'est la même chose. Donc, c'est 30%. Pour moi, un des grands mérites du procès Delf, c'est d'avoir mis ça sur la place publique. Et d'avoir un des gros boulots pour moi qu'a réussi Eva Joly, ça a été de dire, bon ben voilà, il se passe ça, et on a eu effectivement des gens qui, dans le palais de justice de la République, qui sont venus dire, bah oui, effectivement, dans les opérations de pétrole, c'est 2,5% des opérations, des sommes engagées qui servent à alimenter une caisse noire, qui notamment servait, pour ce qui était Delf, à financer les partis politiques. Mais c'est bien de le dire, ce qui avait été les aussi choses ne changent pas, c'est ce qui ressort révélé de par Loïc Le Floch-Prigent, c'est que dans les opérations d'armement, les commissions étaient de 25%. Ce qui est sur des sommes bien plus considérables. Hein. Le volet des frégates vendues à Taïwan, c'était des milliards. 5 milliards. Ce qu'il y a d'intéressant, après, c'est de voir que ces mêmes groupes qui dépendent de marchés publics en France, qui soient des bétonneurs, qui soient des marchands d'armes, se sont au fur et à mesure emparés aussi des médias du pays, continuent d'ailleurs à le faire, et aujourd'hui, effectivement, l'information semble de plus en plus difficile à passer. Alors ça, on peut peut-être évoquer. Qu'est-ce qui vous gêne dans la corruption? On ne parle plus de la corruption, on ne dénonce plus, les médias ne font plus leur rôle. C'est le coût de la corruption. La corruption des uns ne fait pas le bonheur des autres, et on le voit bien. Il est de plus en plus difficile d'avoir une lisibilité sur l'utilisation de l'argent public, que ce soit au plan international. On peut parler du programme pétrole contre nourriture et des différents projets qui sont subventionnés par des aides publiques et qui en réalité alimentent surtout des caisses de multinationales dont on ne sait pas vraiment comment elles gèrent cet argent. On va voir encore un petit extrait de votre je vais quand même spectacle, répondre à la Nicolas question. Lambert. Oui, allez-y, répondez à Qu'est-ce qui me gêne dans la corruption quand de façon opaque, c'est une question neutre, parce que je vais vous répondre. Aussi, hein. Des sommes considérables sont détournées, transitent par des paradis fiscaux. Ouais. Alors déjà, rien qu'à ce niveau-là, arrêtons-nous simplement à ce niveau-là, ça veut dire que c'est de l'argent défiscalisé, c'est-à-dire qui ne revient pas dans le bien commun. C'est autant de moins pour la santé, pour l'éducation, pour les routes, pour le fonctionnement du bien commun de notre société. Écoutons Loïc Le Floch-Prigent, peut-être à travers vous, qui dit où passent finalement ces commissions. On regarde un extrait. Monsieur Le Floch-Prigent, approchez-vous un instant, s'il vous plaît. Monsieur, est-ce que les destinataires des flux dont s'occupait monsieur Tarallo rendaient à Elf des comptes sur la façon dont il les affectait? Les sommes versées bénéficiaient directement à ceux qu'on nous désignait. Après, ils en faisaient ce qu'ils en voulaient. La cuisine, ça ne me regardait pas. Si à la fin, ça se termine dans un orphelinat, je suis content. Mais ça ne se termine pas toujours dans un orphelinat.
C'est vrai, Tessier, là, on parlait notamment du versement de sommes d'argent notamment à des partis politiques. J'aimerais rappeler un chiffre, et vous disiez tout à l'heure que la corruption était en hausse, que l'opacité des marchés était de plus en plus lourde. La condamnation d'élus... Pas en hausse, non. Juste, la condamnation des élus est en hausse, puisqu'en 84, il y a eu 69 condamnations d'élus ou de hauts fonctionnaires pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt. En 87, 133 condamnations. 10 ans plus tard, 286 condamnations d'élus, donc 2 fois plus, ou de hauts fonctionnaires. Alors, je vous repose la question. Vous, Éric Routhier, vous dites non, il n'y a pas plus de corruption aujourd'hui en France. La corruption subalterne est mieux poursuivie. L'élu qui fait des magouilles et qui en prend pour lui, il se fait plus facilement piquer. Le lampiste. Vous dites que les subalternes sont plus condamnés, mais pas les donneurs d'ordre. Pas les donneurs d'ordre. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est pas ça. Là, entre nous, il y a un vrai fond, une différence. C'est que pour les anglo-saxons, ils ont la logique de leurs intérêts. Si la corruption permet d'avoir un marché et de s'enrichir collectivement, vive la corruption, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le pensent comme ça. C'est-à-dire que les relations États-Unis-Arabie Saoudite, c'est ça, c'est pas autre chose. Nous, on a quand même un fond égalitaire et un fond moral qui nous gêne beaucoup plus. Donc, absolument pas d'accord. Séverine, oui, alors répondez, et puis aussi une petite question. Malgré l'inflation des condamnations sur des grands procès comme l'affaire Elf, l'affaire des marchés truqués d'Île-de-France, les HLM parisiens ou ceux des Hauts-de-Seine, on le voit bien, il y a des corrupteurs, mais il n'y a pas de corrompus. Bien souvent, les hommes politiques échappent aux sanctions en réalité. Ou lorsqu'elles ont lieu, elles sont souvent modiques, en tout cas pour les plus importantes. C'est les chefs d'entreprise qui trinquent. Ça vous choque d'ailleurs que les élus puissent être encore parlementaires? Oui, voilà. Et par ailleurs, ce qui m'inquiète, c'est qu'on recycle en permanence ces élus. C'est-à-dire que les partis politiques aujourd'hui donnent une respectabilité à des élus, respectabilité que la justice leur a retirée. Donc quel exemple on donne à la population et quelle garantie que finalement, on va en finir avec ces pratiques. EDF qui se bat beaucoup contre la corruption me disait comment est-ce qu'on peut être élu avec un casier judiciaire avec une condamnation alors que le type qui vient relever vos compteurs chez vous, EDF, doit avoir un casier judiciaire vierge. Chez nous, vous avez un ministre de la Culture qui, en ce moment, a pris comme cheval de bataille d'être contre le piratage. C'est vraiment pas bien le piratage. C'est les intermittents du spectacle, on n'en parle plus trop, mais ce qui est intéressant c'est intéressant que ça vienne de la part d'une personne qui, je crois que c'est un exemple dans les démocraties. Je suis pas certain qu'il y ait d'autres exemples comme ça. C'est quelqu'un qui a d'abord été condamné pour corruption, M. Donadieu de Vabre, qui a ensuite été nommé ministre. Je ne suis pas certain qu'il y ait d'autres pays démocratiques dans lesquels il y a des choses qui fonctionnent comme ça. Que plusieurs élus qui ont été corrompus, condamnés, ont été réélus royalement. Pourquoi? Oui, justement, alors, au nom de quoi? Attendez, puisque vous êtes démocrate. Monsieur Balkany, par exemple, Balkany et d'autres. Balkany et d'autres. Mais par qui ils sont élus? Par les peuples africains qui subissent ça? Par les gens de Levallois qui sont... Non, il y a un vrai sujet de fond. Ou par les gens de Levallois qui sont, excusez-moi, mais pas tout à fait les premières victimes de ces gens-là. 14 millions d'abstentionnistes, ça peut quand même interroger. Au nom de quoi vous substituez au peuple pour dire le bien et le mal? Mais de quel peuple parlez-vous? Balkany a été corrompu, condamné, il est réélu royalement, ou du peuple qui subit ça? Vous voulez qu'on regarde les attributions de logement à Levallois et on pourra s'interroger sur le clientélisme qui conduit à réélire finalement les rentiers du système. Les Français sont beaucoup plus prudents et indulgents que les donneurs de leçons, les ayatollahs. C'est faux, moi je suis allée en Polynésie. Il serait inconcevable aux États-Unis qu'un homme comme Alain Juppé, qui a été condamné, on le rappelle, à de la prison avec sursis et à 1 an d'inéligibilité, revienne aux affaires. Et pourtant, ici, on en parle de façon très libre. Absolument. Dès le lendemain, il était à la télévision en disant c'est merveilleux. Les États-Unis sont un pays puritain et il ne faut pas se faire prendre. C'est la condition. C'est un pays hypocrite. La France est un vieux pays qui n'a pas cette idéologie. Les gens ont payé et donc ils sont réélus. D'autres ne sont pas réélus, mais certains sont réélus. Il y en a qui n'ont pas payé, qui ont réussi à échapper au... Un mot quand même sur l'affaire Elf Aquitaine. On va revenir un petit peu sur Est-ce qu'une nouvelle affaire Elf pourrait être possible aujourd'hui compte tenu de la mise en cause du pouvoir des juges aujourd'hui? Alors, moi je pense, mais ça c'est un truc personnel, je pense que ça fait 10 ans que je dis que le comportement des juges dans les affaires politico-financières
a été relativement scandaleux, c'est-à-dire liberticide. Mais comme il s'attaquait aux puissants... Liberticide, donc vous, comme vous critiquez les juges. Absolument. Là. Comme il s'attaquait... Je ne critique pas les juges, les résultats sont là. Ouais. Certains juges, Van Ruynbeck a été exemplaire, et Vajoli a été une caricature. Bon, je pense, moi, que pendant 10 ans, comme ils s'attaquaient aux puissants, ils étaient protégés, et on disait, la fin justifie les moyens. Il y a eu l'affaire Outreau, et on a vu que ces méthodes, quand elles c'était sur des vrais pauvres, les gens s'identifiaient. Mais c'est la même dérive, c'est-à-dire, c'est l'ivresse du pouvoir de Chabrol, c'est-à-dire les juges ont, pour des raisons d'égo, de rapport de force avec le politique s'est affaibli, les juges se sont renforcés. Vous rapprochez l'affaire Elf-Aquitaine de l'affaire Outreau ? Non, je ne rapproche pas, je dis que l'affaire, je dis Chabrol de Outreau. La vision que j'ai de l'affaire Elf, mais sur le plan du comportement de la juge. C'est l'affaire Outreau, c'est-à-dire je me fous des libertés individuelles et de la procédure, j'incarcère pour avoir des aveux, c'est la même chose. Mais excusez-moi, mais c'est ce qui se passe dans n'importe quelle banlieue. Et alors, c'est bien pour ça. Vous êtes d'accord avec... Mais non, mais allez pas... Pourquoi vous distinguez un juge comme Eva Joly, qui essaye de faire le même boulot que ce qui est demandé à la justice tout le reste du temps, et qui est appliqué en ce moment à tour de bras dans une politique hyper sécuritaire qui demande à la justice, à la police d'arrêter, de mettre en prison quelque chose de je vous rappelle en plus que la prison est quelque chose d'immonde qui a été rappelé par un parlementaire européen il n'y a pas longtemps. On est dans ce cas de figure-là pour tout le monde, et d'un seul coup, vous trouvez que quand on s'attaque aux puissants qui sont les responsables de ces dérives, c'est pas parce qu'on s'attaque là, il y a quelque chose de scandaleux. Pas du tout. Mais alors pourquoi vous ne sortez pas des bouquins toutes les 2 minutes en France ? Ça ne se divise pas. Moi, je suis toujours aussi frappée d'entendre des journalistes venir en renfort des hommes politiques corrompus. C'est assez faux, en fait, ce que vous dites sur la réélection comme ça, parce qu'en réalité, on le voit bien, quand la corruption fait intrusion dans le débat public, c'était le cas en Polynésie, on met fin à un système par les élections. C'est le jugement des citoyens à un moment donné, mais faut-il encore leur donner conscience et leur donner des armes pour avoir connaissance des faits, parce que la condamnation de Balkany, on pourrait y revenir aussi. La connaissance des faits, ça sera peut-être le mot de la fin, Séverine Tessier. Merci beaucoup, Nicolas Lambert. C'est ce que je propose dans la pièce. J'appelle vraiment à aller voir votre pièce, qui est en tout cas à la fois drôle et en tout cas fort instructive. Et Routier, il faut se procurer votre livre. Il est encore en vente ? Oui, absolument. Merci à tous les trois. On se retrouve demain pour parler de l'antisémitisme en France. La France est-elle un pays antisémite ? À demain.